va maintenant inviter Maxime Saunier sur la scène. Maxime, c'est un ingénieur forestier finissant un mémoire de maîtrise en agroforesterie, également à l'Université Laval, sous la direction de Maud Flamand-Hubert et de David Riplet de l'UQO. Donc, passionné par la permaculture et l'agroforesterie, il s'est orienté, il a orienté ses recherches à la maîtrise pour nourrir cet intérêt-là. Il est intrigué par ce qui lie les sociétés à l'arbre et à la forêt. Et donc, la curiosité de Maxime l'a mené à explorer l'aménagement des forêts en lien avec les enjeux alimentaires. Bonjour tout le monde, je suis bien content d'être ici avec vous, partager certains de mes résultats de recherche. Donc, je vois certains visages connus, là, ça fait vraiment plaisir que vous soyez tous là. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, le contexte agroforestier au Québec, ça fait près de 20 ans qu'on fait des études. Je ne passerai pas à travers tout ça, parce que, en fait, la plupart des recherches et des études montrent comment est-ce que l'agroforesterie, ça a un très fort potentiel, puis ça va répondre, c'est une très belle solution aux enjeux respectifs de ces études-là. Par contre, je vais attirer votre attention à l'étude de 2020 qui est ici, où on a comparé encore une fois la France et le Québec, puis on trouvait qu'au Québec particulièrement, le manque de reconnaissance de l'agroforesterie empêchait carrément la mise en œuvre à grande échelle de cette agroforesterie-là. Donc, oh, là, je vois que mes animations ne fonctionnent pas. Donc c'est ça, c'est que je me suis dit, en fait, avant de commencer mon parcours académique en agroforesterie, je me suis rendu compte qu'il y avait clairement un fort paradigme dans lequel on se trouvait. Il s'agissait de principalement mettre des arbres dans les champs. Puis qu'on parlait très peu de comment mettre des cultures puis des champs dans les forêts. Puis en faisant un peu ma revue de littérature et en regardant un peu ailleurs dans le monde, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui parlaient plutôt d'agroforêt et de forêt domestique, des termes qui n'étaient pas vraiment mentionnés ici au Québec. Puis qu'avec ça, il arrivait vraiment à créer des mosaïques agroforestières à l'échelle du paysage. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé puis allumé. Puis je me suis dit, mais comment est-ce que les gens font ça ici? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Donc là, c'est vraiment ça qui m'a intrigué parce que je me suis rendu compte que non seulement c'était possible, mais qu'il n'y avait aucune mention de cette agroforesterie-là de la part du ministère des Forêts, puis évidemment qu'il n'y avait aucun support non plus, mais que malgré tout ça, les propriétaires y en faisaient quand même. Donc là, moi, la réalité, ça m'a vraiment intrigué. Puis, je me suis dit que pour arriver à trouver, en fait, c'est que je voulais en savoir un peu plus sur leur réalité. Pour arriver à ça, il fallait que je me donne certains buts, certains objectifs. Donc, d'une part, oui, je voulais favoriser l'adoption de l'agroforesterie en milieu forestier, mais je voulais aussi identifier les besoins et les intérêts des propriétaires. Je voulais comprendre leur motivation, leur comportement et leur représentation, les idées qu'il y avait. Mais je voulais aussi documenter leurs pratiques et les obstacles qu'ils avaient rencontrés. Donc, pour arriver à mes fins, j'ai décidé en fait d'utiliser une approche qualitative. Donc là, je me suis éloigné un peu des chiffres et des tableaux. Je me suis intéressé aux mots, aux idées, au vécu des gens. Puis pour faire ça, pour avoir une meilleure compréhension du phénomène que j'explorais, j'ai utilisé une étude de cas multiples. Mais je savais aussi que je voulais parler, discuter avec les propriétaires, mais que je voulais aussi voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, je me suis rendu compte que la méthode des entrevues marché correspondait très bien à ce que j'avais besoin. Puis, à la suite de mon processus de sélection, j'ai rencontré 7 propriétaires dans 7 régions différentes. Ces propriétaires-là ont au-dessus de 40 ans. Généralement, ils possèdent entre 6 et plus de 200 hectares. Puis, donc là, la discussion a été plutôt centrée sur la dimension sociale de l'agroforesterie et de leurs pratiques. Puis, après les entrevues, j'ai fait des verbatims, puis j'ai fait une analyse de contenu thématique. Donc, de ça est sorti des catégories inductives et déductives. Donc, puis j'ai fait tout ça avec le logiciel NVivo là, pour m'aider dans mes analyses.
évidemment, ces catégories-là qui sont ressorties m'ont aidé à comprendre un peu mieux les données brutes devant lesquelles je me trouvais, puis ça m'a mené à certains des résultats que je vais vous partager maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'il y en est de leur pratique? Bien, principalement, ces propriétaires-là, leurs actions vont être guidées par leurs valeurs et les observations qu'ils font de leur pratique. Donc, ils sont beaucoup dans l'essai-erreur et de voir l'impact de leur aménagement. Et de là, ils font des observations et s'ajustent au fur et à mesure. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait qu'ils utilisaient de manière plutôt inconsciemment l'échelle de permanence qui a été inventée par P.A. Yeoman en Australie dans les années 50. J'ai remarqué aussi que leur pratique culturelle prenait racine autant du côté de l'agère que de l'ortus. Et que j'ai pu observer les 3 niveaux de domestication qui étaient vraiment intéressants. Là. Donc, soit une domestication au niveau des arbres directement, soit une domestication au niveau de l'écosystème, et même au-delà de ça, une domestication du paysage. Mais concrètement, les pratiques de ces propriétaires-là, ça ressemble à quoi? Donc oui, c'est sûr qu'on pourrait parler de culture sous couvert, ou en anglais, il y a le forest farming. Mais je pense qu'un terme qui a été mis de l'avant par Geneviève Michon, il parle beaucoup plus. Il propose le concept de forêt domestique qui va englober plusieurs sortes de pratiques. Donc, j'ai pu observer des pratiques de sylvopâturage, j'ai pu observer des systèmes de bocage, des petites parcelles agricoles entourées par des massifs forestiers qui sont interreliés par des forêts linéaires. J'ai vu aussi des gens qui pratiquaient de l'horticulture dans les trouées forestières, donc on pourrait appeler ça pratiquement de la sylviculture interstitielle. Et puis les plantes qui étaient produites, elles pouvaient être soit cultivées en forêt, comme Marie nous a montré un très bon exemple, donc c'est des manières culturelles qui sont, des pratiques culturelles qui sont très fortement influencées par l'agronomie. Mais aussi, j'ai pu remarquer qu'il y avait des manières de faire, de simuler des populations sauvages en milieu naturel. Comme là, sur la photo, on ne le voit pas trop, mais c'est des bios de shiitake. Et ensuite, il y a aussi des gens qui vont complètement gérer des populations sauvages directement dans leur milieu naturel. Donc, les obstacles que les propriétaires ont rencontrés, principalement, il y a carrément une absence là, de cahier des charges pour bien les produits, puis il y a aussi clairement un manque de main-d'œuvre. Ensuite, les propriétaires, souvent, ils ont un manque de ressources financières, surtout pour le démarrage de ces activités-là, c'est souvent dispendieux. Puis il y a aussi une absence de subvention du côté de la forêt dédiée à ces pratiques-là. Puis parfois, la cohabitation avec le voisinage n'est pas tout à fait facile. Des fois, il y a des frictions. Des fois, ça part des valeurs différentes et des pratiques différentes aussi. Puis bien souvent, en fait, les propriétaires sont confrontés à des politiques et des règlements qui ne sont pas adaptés à l'agroforesterie, puis même qui les empêchent de le faire. Donc, ces propriétaires-là, de quoi ils ont besoin? Bien, ils ont besoin de connaissances et de reconnaissance. De reconnaître ce qu'ils font d'une part, mais ils ont aussi besoin d'avoir accès à la connaissance parce que finalement, on connaît bien peu de choses sur bien des plantes dans la forêt. Récemment, on découvre qu'il y a des truffes au Québec, ces plantes-là, bien souvent, on sait encore moins comment les cultiver. Donc, les propriétaires ont besoin de services conseils, ils ont besoin d'être guidés par des professionnels compétents dans leur choix et dans la conception de leur système agroforestier. Évidemment, ils ont besoin de main-d'œuvre s'ils veulent amener leur aventure à un autre niveau. Puis, pour ça, bien évidemment, ils vont avoir besoin d'un support financier, pas seulement pour le démarrage et l'implantation, mais aussi pour l'entretien et le suivi des systèmes. C'est ce qui fait souvent défaut dans les programmes qui ont été mis en place par le passé. Leurs idées, leur représentation, bien, les propriétaires forestiers, ils voient vraiment leur forêt comme un milieu de vie qui nécessite du respect puis du soin, puis ils ont vraiment un sens de responsabilité envers leur milieu de vie. Ils cherchent vraiment à maximiser leurs impacts bénéfiques et pas seulement à minimiser leurs impacts négatifs. Ce qui les inspire beaucoup, c'est le modèle du jardinier maraîcher qui a été créé par Jean-Martin Fortier, qui nous a prouvé comment est-ce que
la très grande rentabilité des micro-fermes. Puis ces propriétaires-là se sentent très inspirés par lui, puis ils aimeraient reproduire ce qu'il a fait dans leur contexte forestier. Donc, avec tout ça, tous ces résultats-là, ben, il s'est dégagé quelques archétypes, quelques figures de référence. Donc, généralement, les propriétaires forestiers qui font de l'agroforesterie dans leur milieu forestier, ben, ils se sentent très concernés par les défis globaux, que ce soit le changement climatique ou le pic pétrolier. Ils vont tous questionner fortement le modèle industriel unique. Ils vont aussi chercher à vraiment maximiser leur... En fait, c'est qu'ils croient fortement aux impacts bénéfiques des humains sur leur environnement. Puis ils veulent être des acteurs de changement dans leurs communautés respectives. Je suis arrivé avec une sorte de typologie, si on veut, qui... donc, c'est des catégories qui peuvent être convergentes, là, si on veut. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont vraiment un esprit entrepreneurial. Ils se perçoivent comme des entrepreneurs, mais ça peut être à différents niveaux. Donc, ça peut être soit des entrepreneurs comme travailleurs autonomes, ou ça peut être aussi des entrepreneurs qui voient vraiment le développement d'une grosse entreprise. Sinon, ça peut être des gens qui se voient plus comme des pourvoyeurs pour les besoins de leur famille ou de leur communauté, plus largement aussi. Puis d'autres qui sont plus, que j'ai nommé les prospecteurs, qui sont vraiment plus être dans l'exploration, dans la création, dans la recherche, l'essai-erreur, des nouveautés tout le temps. Puis d'autres qui sont plus âgés souvent, que j'appelle les retraités, mais encore là, il y a des retraités qui vont être très actifs, d'autres qui vont être plutôt passifs. Puis entre les deux, ils vont avoir des manières de faire qui peuvent être plutôt intensives ou extensives, dépendamment de ce qui les intéresse. Donc, pour terminer, je pense que comme professionnel, en fait, on a besoin de développer une approche de gestion holistique qui va répondre au milieu de vie des forestiers, de ces propriétaires-là. Comme chercheur, je pense qu'on a besoin de développer des modèles clairs et précis destinés au grand public pour aider à promouvoir et à favoriser l'adoption de l'agroforesterie. Puis je pense qu'en cherchant pour l'inspiration, on devrait se demander est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des pratiques ancestrales agroforestières au Québec et en Angleterre par le passé. Je vous remercie de votre écoute.